En 1998, Cowboy Bebop, la série animée de Shinichiro Watanabe, est un succès dès sa sortie. Aujourd'hui, elle est devenue culte. En quoi est-elle audacieuse ? Construit comme de mini-films, ces 26 épisodes mettent en scène l'équipage d'un vaisseau spatial dans un univers où l'humanité, en 2071, a colonisé d'autres planètes. Dès son titre, la série donne le ton. Cette fresque SF joue de ses propres codes et de tous les codes cinématographiques. Watanabe fait ce que l'animation ne faisait pas. Il réussit la fusion du jazz, du space opéra et du western en direction d'un futur qui a le blues. Amigos, chasseurs de primes du système solaire, on embarque à bord du Bebop. Cowboy Bebop, le space opéra jazz. Mathieu Pinot, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes journaliste spécialisé en pop culture japonaise, rédacteur en chef du magazine Otaku Manga et le co-auteur du livre Un siècle d'animation japonaise aux éditions Inis. Tout à fait. Un livre qui est écrit avec vous. Philippe Bunel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour les magazines Animascope, Japan Live et Japan Max. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct, ici dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez à toute heure sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi faire un tour sur X, sur Twitter, pour notre live tweet. C'est sur notre fil @CQFD et ça commence tout de suite. Alors comment Watanabe joue-t-il avec les codes du space opéra ? Quelles sont ses inspirations pour cette série ? Dans quel contexte s'inscrit-elle ? Et pourquoi cet animé est-il devenu un pilier de la pop culture ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais pour commencer, on se met au diapason. Showtime en automatique. Analyse vocale OK. Commande à distance activée. Entendu, on arrive tout de suite. Ramène-toi, il est grabuge. Pardon, messieurs, dames. Spike. Je t'avais dit de rester tranquille, non? Oui, ben on verra ça plus tard. Là, faut mettre les voiles. Mais attends, j'ai pas encore changé notre argent. Voilà, on écoute un extrait de l'épisode 3 où sur cette partition de jazz se déroule une course-poursuite de vaisseau spatial et une scène de castagne. Mathieu Pinot, tout de suite on entend le décalage. Ah, complètement, c'est... Chaque fois qu'on me demande d'expliquer ce qu'est Cowboy Bebop, je ne sais pas quoi répondre parce que il y a tout. C'est à la fois de la science-fiction, c'est à la fois du film noir, c'est à la fois quelque chose de... Il y a du western, il y a tous les codes du cinéma, des séries télé qui se télescopent. Et en même temps, il y a cette partition jazz qui vient donner une cohésion à tout l'ensemble, une cohérence qui est remarquable. D'ailleurs, ça s'appelle Cowboy Bebop. Donc quand on voit le titre, c'est Cowboy, ça rappelle le western, Bebop, ça rappelle le jazz. À aucun moment on peut s'attendre à ce que ce soit de la science-fiction. Et pourtant, tout tient très bien ensemble. Philippe Bunel. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que c'est une série d'animation japonaise, mais que c'est vraiment des racines plutôt anglo-saxonnes dans, du coup, les références. Donc le jazz, effectivement, il est extrêmement adoré par les artistes japonais. On parle notamment aussi de Rintaro qui adore le jazz et qui avait déjà fait Albator, qui était aussi un space opéra avec une vibe western. Voilà, ce genre de référence, de série multiréférentielle, c'est très très présent déjà dans l'animation japonaise. Mais là, quand Cowboy Bebop arrive, ça fait un peu une œuvre somme, où justement il fait tout ce qu'on connaît, qu'il mélange à sa sauce et il crée une sorte de cohérence, comme dit si bien Mathieu, qui est folle parce que c'est complexe à créer ça. Oui, ça marche. Et la série donc est diffusée en 98 au Japon. Philippe Bunel, vous évoquez Albator. Où en est la SF japonaise à l'époque ? On est quand même dans un contexte post-Évangélion. Exactement, c'est-à-dire que... Qui sort en 95 ans. Oui, en fait, les animés, donc les séries d'animation au Japon, c'est majoritairement des adaptations. Évangélion arrive en 95 et casse un peu tout, parce que c'est tellement un grand succès, un gros choc au Japon, que du coup, ça laisse libre cours à plein d'artistes pour faire des créations originales. On a Escaflowne juste après en 96, très connu aussi, Cowboy Bebop notamment,
Et plein d'autres séries qui vont, là on a à peu près une dizaine d'années où on va vivre beaucoup de séries, donc des créations originales. Et ça, c'est assez rare parce que, bien sûr, les financiers, ceux qui misent, ils doivent avoir un retour sur investissement. Donc, généralement, ils se basent plutôt sur des adaptations de mangas qui ont déjà une fanbase bien, bien costaude. Et par rapport à ce que dit Philippe, quand on avait des créations originales, et en particulier dans la science-fiction, très souvent, alors Cowboy Bebop a été produit par un studio qui s'appelle Sunrise, et Sunrise est le studio des robots géants. Voilà, vraiment, au Japon, Sunrise s'est fait une spécialité du domaine depuis 79, donc ça fait 2 décennies que Sunrise est le leader du marché. Et Sunrise marche main dans la main avec Bandai, parce que Bandai fournit de l'argent en disant si vous faites des robots géants, nous on peut faire des jouets avec les robots géants, des maquettes à monter, des jouets avec lesquels les enfants vont s'amuser, et donc tout le monde va y gagner. Et sur Cowboy Bebop, en l'occurrence, Shinichiro Watanabe et son équipe créatrice ont fait non, nous, les robots géants, pas tant que ça. Donc il va y avoir 3-4 vaisseaux spatiaux qu'on va pouvoir retrouver éventuellement en maquette, mais c'est tout. Et ce qui fait que très vite, Bandai s'est retiré du contrat et a laissé une société fille qui s'appelle Bandai Visual, qui est beaucoup plus tolérante et novatrice, marcher avec eux. Et donc, Shinichiro Watanabe, ayant les coups des franches, peut se permettre d'aller bien au-delà du genre du robot géant que fait Sunrise habituellement, pour proposer donc ce mélange totalement novateur qu'est Cowboy Bebop. Oui, parce qu'à cette époque, au Japon, 2 grandes thématiques pour la SF, les robots géants, les mechas, et le space opéra. Donc Bebop, ça vient s'inscrire totalement dans ce cadre-là, disons, entre guillemets, classique. Il y a un registre aussi beaucoup plus mature. Non, là, on suit plus des enfants ou des adolescents, on suit des adultes. On a des codes cinématographiques très adultes, des thématiques super adultes. Dès le premier épisode, il y a la drogue, une femme enceinte. Enfin, c'est très compliqué. On se dit, on va pas être là dans une série fan service. Et là, Bebop, il arrive vraiment dans un terrain qui n'est pas encore très exploité dans la Japanime. Après, ça reste une série, donc Watanabe, il a déjà exploré tout ce qui est SF décomplexé, parce qu'il avait commencé chez Sunrise dans les années 80 avec Dan et Danny, Dirty Pair, donc il n'était pas réalisateur à l'époque encore, et puis juste après, il a fait Macross Plus avec Shoji Kawamori, qui est une petite série de 4 épisodes faits pour la vidéo. Et pareil, alors là, il y avait des robots géants et tout, mais c'était des personnages matures, adultes, qui étaient justement dans cet esprit décomplexé, un peu fun. Mathieu Pinot. C'est très marquant ce que dit Philippe, parce qu'effectivement, généralement, quand on parle de séries de robots géants, dans 95% des cas, le pilote va être un adolescent dans lequel les adolescents vont pouvoir s'incarner. Et là, Cowboy Bebop, d'emblée, nous prévient, les personnages sont tous adultes, ils sont trentenaires, quadragénaires, on va parler de choses plus matures. Et ce qui est également très intéressant, pour encore rebondir sur ce que dit Philippe, décidément, c'est que Watanabe, au cours de son parcours, a rencontré diverses personnes avec lesquelles il s'est très bien entendu artistiquement parlant. Donc sur Macross Plus, il va faire la rencontre de la compositrice Yoko Kanno, qu'on va retrouver, qui va faire cette partition absolument folle et pléthorique sur la série. Je suis sûr qu'on en reparlera parce qu'on ne peut pas passer à côté. Il va également rencontrer un peu plus tard sur une adaptation de Gundam 0083. Il va rencontrer Kawamoto, qui va faire le design des personnages. Il va aussi rencontrer Keiko Nobumoto, qui est une scénariste, hélas décédée en 2021, extrêmement talentueuse. Et vraiment, c'est elle qui est la pilote. C'est-à-dire que chacun des épisodes de Cowboy Bebop est presque indépendant et peut être écrit par une personne différente, mais celle qui va créer la diégèse de la série, c'est Nobumoto. Elle fait un travail absolument fou. Et surtout, également, le producteur Masahiko Minami, qui va être là pour tout gérer, parce que je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais Cowboy Bebop va aussi marquer un tournant crucial dans l'animation japonaise. Toute une équipe qui travaillait auparavant chez Sunrise va en avoir marre de ces contrats avec les fabricants de maquettes, et donc il va y avoir une scission, et Cowboy Bebop va pouvoir marquer les tout débuts d'un jeune studio qui s'appelle Bones, et qui pendant 25 ans va vraiment révolutionner le genre de la science-fiction et même des robots géants en apportant beaucoup d'innovations, et Cowboy Bebop en est la pierre fondatrice. Oui, pour cette série, on voit qu'on n'a que des artistes qui vont de leur côté devenir par la suite des superstars. Mathieu Pinon, on est aussi à la fin d'une période, là à la fin des années
90 avec 3 grands médias de diffusion, la télévision, le cinéma et ce qu'on appelle aussi l'OAV. Oui, c'est quand avec Philippe on a écrit un siècle d'animation japonaise, il y avait tellement de choses à traiter, il fallait qu'on trouve un fil directeur, et on s'est très vite rendu compte que l'évolution technologique a vraiment eu un impact sur les productions de dessins animés. Donc au début il y avait du cinéma noir et blanc, puis il y a eu le cinéma en couleur et la télévision noir et blanc, et quand est apparu la télévision en couleur, il y a eu le magnétoscope qui a complètement changé la donne de la production, parce qu'auparavant, les réalisateurs, enfin les sociétés de production n'avaient que deux possibilités, soit prendre un gros budget pour faire un long métrage, et donc vraiment prendre un grand risque sur un coût unique, et si ça se cassait la figure, fallait trouver de quoi éponger les dettes, soit une série télévisée où là, le budget était prolongé sur plusieurs mois avec plusieurs autres sponsors qui pouvaient venir ajouter notamment toutes les publicités à l'intérieur des épisodes qui permettent de rentabiliser. Et il n'y avait que ces deux modèles économiques. Et avec les OAV, ils ont fait ce qu'on appelle très bien en français le direct to video, à savoir à savoir des séries qu'on pouvait trouver dans son vidéoclub ou acheter directement en cassette vidéo, puis en laserdisc, puis en DVD, et qui sont des budgets à mi-chemin. C'est-à-dire qu'on n'a pas la qualité folle d'un film, on n'a pas la longueur d'une série télé, on est à mi-chemin, mais surtout, il y a beaucoup plus de liberté scénaristique et artistique avec des expérimentations qu'on ne pouvait pas se permettre dans les deux cas. Philippe pour en témoigner avec notamment Megazone 23, son titre de chevet. Oui, c'est ça. Et Watanabe commence en effet par des AOV. C'est donc l'endroit où il se fait la main. Oui, alors les OAV de Macross, pour beaucoup de fans de Macross, c'est quelque chose de... Déjà, c'est vraiment une petite parenthèse dans la saga. Et donc Robotech, qu'on connaît principalement en France par ce nom. Et en fait, c'est 4 épisodes qui sont co-réalisés entre Watanabe et Shoji Kawamori, le créateur, et qui arrivent à un degré de maturité où finalement le robot, même s'il est là, c'est pas lui qui est important, c'est l'humain. C'est le triangle, c'est tous les émois. On n'est plus dans l'adolescent, mais adulte. Donc, ils ont déjà un passé tortueux. Et ce qu'on va retrouver dans Cowboy Bebop, justement. Parce qu'il va vouloir mettre en avant des personnages qui ont déjà vécu quelque chose, ce qui fait leur saveur, en fait. Ils sont très épais, les personnages. Et ce qui fait aussi qu'on va avoir après des super flashbacks dans Cowboy Bebop et des super épisodes. Autre flashback, mais la série est diffusée au Japon d'octobre 98 à avril 99. Au Japon, donc, la SF est très dominante avec les mecha et Space Opera, donc c'est un terrain conquis quand Cowboy Bebop arrive. Mais Mathieu Pinon, comment ça se passe, l'arrivée de Cowboy Bebop en France? Ça, vous en savez quelque chose? Alors, l'arrivée de Cowboy Bebop en France, il faudra qu'on revienne, si c'est possible, sur la diffusion de Cowboy Bebop au Japon, parce que ça aussi, c'est très cocasse, puisque vous dites que ça commence en octobre. En fait, ça commence en avril, avec tout d'abord une diffusion sur TV Tokyo, et il va y avoir que 13 épisodes qui vont être diffusés, parce que Sunrise ne croyait pas du tout en ce projet. Sunrise avait à côté une autre série qui s'appelle Brain Powered, avec des robots géants, donc le schéma traditionnel, donc ils misaient tout là-dessus. Et en fait, je te fais une petite parenthèse, il y avait aussi une autre série originale, donc ils étaient sur 3 séries, une autre série originale de SF, pareil, un peu faux-folle comme ça, différente, Outlaw Star. Ah oui, j'ai oublié celle-là. Et ils ont produit ça vraiment avec des équipes différentes, qui n'étaient pas du tout connectés lors des productions, et c'était en mode, qu'est-ce qui va se passer? Mais là, Cowboy Bebop, on rentre dans un mur, c'est pas du tout ce qui répond au standard. Et donc, sur TV Tokyo, une chaîne hertzienne normale, ça ne marche pas, vraiment, on arrête tout de suite les frais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme donc il y a Bandai Visual qui arrive, Watanabe peut revoir sa copie et passe de 13 épisodes à 26 épisodes. Et ce sont ces 26 épisodes qui vont être diffusés sur une chaîne satellite, à l'époque, WoWo. Et donc, pendant qu'il y a la diffusion, il y a les 13 épisodes manquants qui sont créés, mais vraiment dans la panique, quasiment en flux tendu. Et donc, tout ça fait qu'il y a une espèce d'énergie du désespoir dans le Cowboy Bebop qui donne une partie de cette qualité. Et maintenant, pour répondre à votre question sur l'arrivée en France, arrive... le Club Dorothée s'est arrêté en 1997. Et avec la fin du Club Dorothée, il y a un embargo sur les dessins animés japonais. Il y a vraiment là... ça traumatise les enfants, c'est trop violent. Vraiment, on n'en trouve plus à la télévision. Et donc, ça passe par le biais de la cassette vidéo. Et on s'en souvient, on achetait les cassettes vidéo de 3 épisodes à 129 francs à l'époque. On les regardait en boucle pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle cassette vidéo qui arrive. Et finalement, Cowboy Bebop est arrivé assez rapidement, puisque c'est Canal+, qui le diffuse à partir de 2000, donc quasiment seulement 2 ans après la diffusion japonaise. Mais là encore, de même qu'au Japon, c'est passé via une chaîne satellite, chez nous, c'est arrivé via une chaîne cryptée.
J'étais en train de boire, pardon, Philippe Hunel. Ça arrive, Bebop, ça arrive à peu près dans une effervescence où on découvre justement Evangelion, Escaflowne et Cowboy Bebop. C'est les 3 séries qui arrivent comme ça déjà sur Canal+. Donc c'est fou, tout le monde, on est tous là en train de quand on peut pas acheter, quand on est trop jeune. Moi je suis un peu plus jeune que Mathieu. Je ne pouvais pas acheter les VHS, donc du coup je les enregistrais et donc on se les regardait en boucle. C'était assez passionnant parce que en fait c'était tellement rare ce genre de production déjà, mais en plus de la Japanime en France, que du coup, c'était complètement sacralisé par nous, en fait. Alors par la suite, il y a un long métrage d'animation qui est sorti en 2001, réalisé par Watanabe, c'est un petit bijou d'animation. Les projets annexes, sans l'intervention du réalisateur, ce sont des séries de manga. Puis bon, en 2021, Netflix a eu l'idée d'adapter la série en live action, avec de vrais acteurs, et on peut dire sans trop se tromper que c'est une catastrophe. Et après Bebop, Watanabe va encore récidiver avec Samouraï Champloo, avec une bande-son là hip-hop, mais son chef-d'œuvre, c'est Cowboy Bebop. Restez avec nous, on sillonne le système solaire. France Culture. La science CQFD. Natacha Trio. En direct sur France Culture avec Mathieu Pinon et Philippe Bunel. Nous parlons de la série d'animation Cowboy Bebop, cette fresque japonaise culte. Alors côté scénario, on est dans un futur assez proche, 2071. En 2010, les humains ont mis au point une technologie capable de faire des voyages subliminaux pour coloniser le système solaire grâce à des gates, des portails. Et je n'en dirai pas plus car toutes ces informations sont finalement distillées au cours des épisodes, Mathieu Pinon. Oui, c'est vraiment ça qui est exceptionnel dans Cowboy Bebop, c'est que dès le premier épisode, on est plongé in media res, on découvre l'univers tel quel, ça aurait été une série occidentale. Le premier épisode aurait commencé avec un carton. En 2071, l'humanité a colonisé et nous expliquer. Et non, là, on se le prend dans la figure. Et au fur et à mesure qu'on regarde la série, on va avoir des informations ici ou là qui vont nous expliquer pourquoi est-ce que Mars, Vénus ont été terraformés, de même que Titan, Ganymède. On va comprendre qu'il y a tout un background, il y a eu des conflits très importants géopolitiques, cosmopolitiques à cette échelle, que la Terre n'est plus habitable. Enfin, tout ça, on va vraiment l'apprendre touche par touche. Et on pourrait vraiment très bien s'intéresser à cette diégèse à fond les ballons. Il y a des sites de fans qui vont vous faire la chronologie, limite mois par mois, de ce qui arrive. Et d'un autre côté, on peut aussi très bien n'en avoir rien à faire, parce que ce qui va compter avant tout, c'est l'humain. Ce sont vraiment les trajets des personnages qui vont se retrouver sur le bebop. C'est 4 humains et un chien au parcours plus cabossé les uns que les autres, qui vont se soutenir bien malgré eux, qui vont s'aimer, qui vont se détester, qui vont faire un bout de chemin ensemble jusqu'aux derniers épisodes. Et on n'en dit pas plus pour ceux qui n'ont pas vu la série, pour ne pas leur gâcher le plaisir. Mais c'est pour ça qu'on adore aussi la rythmique de Cowboy Bebop. On s'ennuie pas dans un épisode, déjà parce que tous ils se suffisent à eux-mêmes. Et surtout parce qu'il n'y a pas le moment CQFD, justement, où il y a une blouse blanche qui arrive et qui explique que voilà, les gates, ça fonctionne comme ça, que maintenant, la vie, elle est comme ça. Non, c'est jamais... On l'a parce qu'il y a des petits éléments qui sont parsemés dans toute la série. Donc, on arrive à les attraper ici et là. Et puis, parfois, il y a Jet, donc le compère de Spike, le héros, qui va à la fin expliquer ce qui s'est passé, voilà, avec le Pierrot le Fou, avec d'autres personnages. Mais c'est quoi, deux, trois phrases et c'est tout, on passe à autre chose. C'est vraiment, ça fait partie du décorum, mais on ne s'y axe pas. Et ça, c'est vraiment bien parce que du coup, ça permet de rentrer dans le genre purement. Donc, on attrape le train en marche, hein, c'est sûr. Mais du coup, on s'éclate. Il n'y a pas de cassure dans l'épisode. Et par rapport justement à la construction narrative, vous disiez, Mathieu Pinon, qu'au départ, l'animé ne faisait que 13 épisodes. Il en fait 26. Ben oui, mais alors, le gros avantage et la vraie force de Cowboy Bebop, c'est d'avoir quasiment des épisodes auto-bouclés. Il doit y avoir... il y a Jupiter Valse et puis le double épisode final qui sont donc des doubles épisodes, mais sinon c'est vraiment des épisodes uniques. C'est pas feuilletonnant, même s'il y a un fil rouge. Quand je dis qu'on peut très bien prendre des épisodes presque en indépendant, et à chaque fois en fait c'est quasiment des petits films. Et alors vous allez avoir à un moment
quelque chose qui va être très 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 western. À un autre moment, il y a une parodie d'Alien. Vous allez avoir quelque chose avec une secte, et là on va être très cyberpunk avec une plongée dans les réseaux. Vous allez avoir quelque chose qui va être très kung-fu dans une espèce de Chinatown un petit peu délirant. Donc encore une fois, que je dis, c'est foisonnant et ça reste pourtant extrêmement cohérent grâce à la diégèse qui a été construite par Nobumoto. Bah, dans cet univers très foisonnant, justement, Philippe Bunel, on a l'impression que les gates, le terraforming, tout ça, ce sont des petits, que ce sont d'ailleurs, enfin, des petits éléments, que ce sont quasiment les seuls éléments les plus SF de la série. Est-ce que c'est mon ressenti ou, Non, en ou fait, c'est un prétexte finalement pour ancrer Ouais, ça pourrait être un prétexte pour faire les cow-boys d'un nouveau genre, pour faire un polar d'un nouveau genre. Mais en fait, il reprend tous les codes classiques. Je ne vais pas dire qu'il invente rien, mais en fait, ça lui permet. C'est comme pour Evangelion. On est dans cette époque où tous les genres se sont tellement démocratisés que maintenant on peut les mettre comme ça. On peut mettre de la SF. Mais la SF même costaud, qu'elle soit hard ou pas, compréhensible ou pas, on peut les mettre, tout le monde connaît. Donc maintenant on peut passer à autre chose, on n'est plus obligé de pointer ce que c'est. Donc c'est quand même très agréable de se dire qu'on est dans une époque où, que ce soit la fantasy, les robots, la SF, etc., on joue avec ces codes pour créer progressivement quelque chose de différent. Oui, parce que sur le côté, je reviens sur les motifs de la SF, Mathieu Pignon, parce que par exemple, des outils révolutionnaires, on en voit, il y a des objets qui sont assez fous, qui sont présentés, mais dans la série, ils sont même plutôt ringardisés, voire tournés au ridicule par les personnages. Il y a un passage qui est vraiment formidable dans la série. C'est un moment où il se retrouve sur une espèce d'antiquaire, parce qu'il cherche des informations, et l'antiquaire leur fait oui, ça s'appelle une cassette vidéo. Betamax. C'est une Betamax, et la Betamax, moi je dis, c'est le support qui supplantera même tous les supports à venir. Alors à l'ère du Blu-ray, ou même maintenant de la consommation numérique en streaming, ça peut paraître dérisoire, mais encore une fois, c'est vrai que le Betamax, ça reste 50 ans plus tard, d'une qualité hors du commun. Donc il y a ce côté ringardisé, et je pense surtout que Cowboy Bebop est une série, alors c'est un mot très, très contemporain, mais c'est vraiment une série inclusive, au sens où les fans de science-fiction vont venir et ils vont être rassurés. Il y a des vaisseaux spatiaux qui sont super stylés, il y a des villes futures, il y a des villes parfois futuristes, parfois pas du tout, et puis ceux qui n'y connaissent rien, qui sont pas forcément adeptes de la science-fiction, ils vont se retrouver avec l'esprit film noir, ici ou là. Il y a des moments où on a vraiment l'impression, par exemple, d'avoir comme des films comme Chinatown, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers de Mars qui vont être très ambiance western, d'autres qui vont être très ambiance Chinatown, d'autres très ambiance Little Italy. C'est parce que quand on a terraformé, de même que sur la Terre, dans les grandes villes, il y avait les différentes cultures qui pouvaient cohabiter ici ou là. Ça se retrouve là aussi. Je sais que Mars, ça fait très une espèce de gigantesque marché où il y a tout le monde. D'ailleurs, dans le film, dans le long métrage, il y a aussi une espèce de Little Morocco qui est présent. Puis quand on arrive sur Titan, c'est une espèce de gigantesque aéroport à ciel ouvert extrêmement propre sur lui. Donc il y a tout ça qui peut cohabiter. Et la science-fiction n'est finalement qu'une partie du buffet. Et on peut tout à fait piocher ailleurs sans pour autant être dépité parce que de la science-fiction. En effet, Cowboy Bebop, c'est du polar, de l'horreur, du western. Par contre, il y a un épisode que l'on peut qualifier de hard SF, c'est l'épisode 23. Bonsoir à tous, voici l'heure de CBC News. Nous débuterons cette édition par l'affaire des émigrés électroniques. La semaine passée, un mandat d'amener a été lancé à l'encontre de leur fondateur, Londes. L'ISSP et les polices locales du système solaire ont perquisitionné au domicile des dirigeants de la secte. Scratch, la secte démente. Je suis sur les lieux du drame. Au siège de la fondation Scratch, dont les adeptes attirés par le slogan « Unis-toi à nous et nous sauverons ton âme » se multiplient, ce qui a provoqué nombre de suicides. Les adeptes de la fondation Scratch, par l'intermédiaire d'un nouveau modèle de jeu doté d'un dispositif de contrôle des ondes cérébrales, un système d'ailleurs créé par Londes, le fondateur de la secte, analysaient leur propre schéma psychique et le recopiaient avec une qualité digitale, pensant de la sorte reproduire et introduire leurs données mentales sur le net.
Ce qui, d'après eux, pouvait leur permettre de vivre comme de purs esprits. Professeur, vous savez certainement que Londes est un ex-scientifique, alors dites-nous, d'après vous, un tel système peut-il réellement fonctionner? Ridicule. En nageant pleine science-fiction, je ne peux affirmer que ce soit impossible en théorie, mais la théorie, c'est la théorie. En pratique, ça... Pour protéger la vie privée, certaines voies ont été modifiées. Oui, bien sûr. Mais vous nous avez dit qu'entre votre fils et son père, il y avait un problème de communication. Programme spécial à la fin de notre émission. Surtout, ne changez pas de chaîne. Une conscience numérisée et transférée dans un monde informatique. Philippe Buñuel, là, on a bien les pieds dans la SF. Ah oui, totalement. Mais en fait, Cowboy Bebop met toujours des petits ingrédients donc de science. Par exemple, il y a je parlais de Pierrot le Fou, qui est un personnage complètement fou, voilà, qui a des super pouvoirs et qui est super balèze. En fait, on apprendra qu'il est issu de manipulation génétique. Mais du coup, en fait, ça fait un épisode où il y a des affrontements colossaux qui sont, voilà, c'est grisant. Donc, on est dans du pur genre là, de l'action. Dans cet épisode-là, le 23, on n'est pas dedans. On est dans justement la recherche purement cyberpunk, comme disait tout à l'heure Mathieu. Il n'y a pas des moments d'action énormes. On est vraiment sur cette idée alors, le concept de la secte, hein, c'est de dire aux gens qu'il faut dissocier le corps de l'esprit. Et justement, après, ça fait plein de suicidés ou alors de disparitions. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ça vient d'un hacker. Enfin, il y a une vraie cohérence, et là on est vraiment dans de la hard SF. Alors est-ce que c'est possible ou pas? Voilà, on ne sait pas, mais c'est dans le futur, c'est dans le monde de Cowboy Bebop, imaginez. Mais du coup, c'est vraiment l'épisode qui va s'ancrer dans la recherche technologique et la cohérence du pourquoi et du comment. Oui, on a donc ces petites touches de cyberpunk, mais Mathieu Pinon, on a aussi un design très steampunk avec une SF presque cracra, avec des vaisseaux brinque-ballants. Oui, il y a ce côté western. Et dans les westerns, quand on voit arriver le héros, il est poussiéreux sur son cheval, son colt est usé, le ceinturon pareil, il manque de boutons à sa chemise, et on retrouve ça dans tout. On va retrouver ça dans les vêtements, on va retrouver ça dans le design des vaisseaux. En plus, alors, pour quand même que les auditeurs comprennent, les membres du Bebop sont des chasseurs de primes. On est arrivé dans une époque un peu sans foi ni loi où les forces de l'ordre n'arrivent pas à elles seules à capturer tous les criminels. Et donc, nous, on suit des chasseurs de primes qui galèrent. Voilà, ils galèrent pour parvenir à mettre la main sur les coupables, enfin sur les personnes recherchées. Parfois, ils y arrivent et puis il s'avère que la prime a été levée. Parfois, ils vont les laisser partir parce qu'ils ont compris que c'était pas des mauvais bougres. Ils ont du mal à boucler les fins de mois, le frigo est toujours vide et ça se ressent également au niveau de leur équipement. Donc, il y a des fois où sur le vaisseau, ils veulent tirer à la mitraillette et puis ils n'ont pas le temps de racheter des cartouches, donc ils se retrouvent à sec. Les vaisseaux sont un petit peu rouillés, ils n'ont pas toujours le temps de faire des réparations et ça donne un côté d'autant plus intéressant par rapport à une science-fiction qui est toujours propre et lisse très souvent dans l'animation japonaise. Là, ça apporte un peu plus de proximité envers les héros. À la revoyure, j'ai été très frappée par l'inventivité des vaisseaux spatiaux. Enfin, j'avais jamais vu de vaisseaux casino en roulette de blackjack. Enfin, ça, vous savez aussi comment ont été imaginés, créés, designés cet univers mécanique-là? Tout ce qui est méca, c'est donc un jeune designer, Kimitoshi Yamane. Et on a pu l'interviewer et c'est vrai que lui, déjà, le projet il était quand même assez colossal déjà dans la production. Il a dû faire un concours pour arriver à ce poste. Un concours avec qui il devait affronter en gros d'autres designers qui étaient très très connus. Il a réussi en proposant justement cet aspect un peu poreux et il expliquait que c'était très compliqué, c'est de rendre cohérent la chose. Par exemple, il y a le Swordfish, l'avion rouge, où dedans il y a une sorte de monopode qui rentre à l'intérieur et il disait que c'était extrêmement dur de le concevoir pour qu'on y croit en fait. Donc c'est de lui majoritairement que vient du coup tout ce qui est mecha design. Et cette idée de rendre les choses un peu craspec, comme un western crépusculaire, c'est dans ses premiers designs. Et après, il a voulu en faire des choses un petit peu plus sophistiquées. Watanabe, il a adoré les premiers designs.
Et ce qu'il a fait de dessins supplémentaires, plus sophistiqués, il les a rejetés. Il a dit non, je veux tes premiers designs. Je veux rester dans cet esprit un peu Rauf, un peu dur. Est-ce qu'on connaît également les références? Parce qu'en effet, il y a pas mal de clins d'œil, d'allusions au cinéma de science-fiction. Il y a un des méchants qui s'appelle Asimov. Est-ce qu'on connaît aussi toutes ces références qui ont pu nourrir l'univers de Watanabe, Mathieu Pinon? Elles sont très nombreuses. Il y a quelque chose qui est très marquant, qui est très paradoxal, c'est que Watanabe n'arrête pas de répéter que quand on lui fait « Ah, mais il y a quand même une empreinte très occidentale », vous citez beaucoup de films, il y a 2001 qui est cité, il y a Alien qui est parodié, il y a Pierrot le Fou, donc vraiment la référence directe à Jean-Luc Godard. Il y a le jazz à gogo, comme chantait France Gall. Mais quand on lui dit « Ah oui, mais tout ça, ça fait très américain, et pourtant, dans la série, on parle pas des États-Unis d'Amérique. Et lui, il n'arrête pas de dire « Oui, parce que à partir du moment où il n'y a plus de terre, les États-Unis dominaient la terre, et moi, j'ai voulu faire un monde où il n'y a plus les États-Unis. » Donc c'est très paradoxal, parce que autant ces références occidentales sont totalement assumées, autant sur son œuvre finale, il fait en sorte qu'il y ait le moins de références possibles. Et il y a une autre référence. Il y a aussi tous les films de Kung Fu, puisque Spike se bat comme un beau diable avec ses pieds, avec ses poings. Il y a des séquences, je suis pas assez expert, mais je suis certain qu'on pourrait tout de suite revoir un film de Jackie Chan où on voit exactement le même découpage. Et il y a également une référence évidente à une série mythique de l'animation japonaise et du manga qui est Lupin the Third, connu en France sous le titre de Edgar, détective de la cambriole, puisque on retrouve le même héros Spike Spike a la même coupe de cheveux hirsute, un costume avec une veste, une chemise, une cravate. Il y a Faye qui est une femme fatale comme Fujiko. Donc il y a aussi cette référence qui est parfaitement assumée et encore une fois ça foisonne et pourtant ça reste extrêmement cohérent. Philippe Bunel, sur ce foisonnement de références. Je reviens encore sur cette décennie qui est fou. On a du Tarantino, on a les Wachowski qui clôturent la décennie, qui vont faire Matrix. Tout ça, c'est des regroupements de références qui font des nouvelles œuvres. Et au Japon, on a aussi Satoshi Kon. Satoshi Kon qui vient de faire Perfect Blue, qui est une merveille de références au cinéma polar, thriller, à Hitchcock notamment. Donc on est vraiment dans cette tendance. Et je reviendrai encore sur Évangélion. Évangélion, c'est une œuvre somme qui regroupe tout ce qui s'est fait déjà dans la science-fiction. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une œuvre de son époque, avec sa liberté qui est assez dingue. Je voulais juste revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'aspect craspec. Il y a aussi ce fait que l'animation, ce sont des animateurs qui animent. Il y a des personnes humaines qui sont derrière. Alors c'est même les superstars là-bas, les animateurs. Et si très souvent dans l'animation japonaise, on a des robots géants qui sont très propres, qui sont très lisses, c'est parce que si vous commencez à rajouter des petites rayures ici ou là, il va falloir les animer, ces rayures, quand le robot va bouger. Et donc, c'est d'autant plus difficile d'avoir des vaisseaux un petit peu cabossés à animer qu'autre chose. De même, très souvent, si les héros et les héroïnes de science-fiction ont des combinaisons moulantes au niveau de leur corps, c'est parce que ça ne fait pas de plis. Et quand il n'y a pas de plis, c'est d'autant plus facile à animer. Et là aussi, c'est pas le cas du tout au niveau des tenues des personnages. Ils vont avoir des plis, des revers, parfois ça va être froissé. Et les animateurs ont dû batailler ferme pour animer ça. On continue notre voyage à bord du bebop. Comment la musique de la série appuie-t-elle les thématiques abordées? Avant de répondre à cette question, on savoure sa bande-son. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. De l'humour, une histoire d'amour, une histoire de mafia, de trahison, de l'horreur, de la SF. Et sa bande-son, on la doit donc à Yoko Kanno. On écoute Watanabe nous parler de son générique. Nous sommes en 2018. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Ce que j'aime dans ce générique, c'est qu'il y a une musique rétro, old style, alors que la série se passe dans le futur et qu'il y a des vaisseaux spatiaux.
C'est le fossé entre les deux qui m'intéresse. La plupart des musiques avaient été écrites en avance par la compositrice Yoko Kanno. Ce morceau, Tank, n'était pas vraiment prévu pour être dans le générique. Mais je l'ai choisi car il est vraiment percutant. Pour le concept, je me suis inspiré de Saul Bass. Il avait l'habitude de créer des génériques qui sortent de l'ordinaire. Et je me suis alors demandé si c'était possible de faire un générique comme Saul Bass, mais pour de l'animation. Mon autre influence, c'était les pochettes de disques de jazz du label Blue Note. Elles sont souvent très belles et colorées. Avant l'arrivée du bebop, le jazz était très strict. C'était une révolution, car ça a apporté une liberté dans le jeu des musiciens. Le bebop a permis de casser les codes, et ça rappelle ce qu'on voulait faire avec la série Cowboy Bebop. Est-ce qu'à vos yeux aussi, Philippe Bunel, la série est à l'image du bebop, agité, révolutionnaire, avec des coupures de rythme? Totalement. C'est que ça, de toute manière. Tout le temps, il nous prend à contre-pied, en fait, Watanabe, avec tous ces épisodes. On ne sait pas où on va mettre justement les pieds. Je savais pas qu'il s'était inspiré de Saul Bass. Et en fait, c'est complètement évident, finalement. En fait, c'est vraiment ça. Cette déconstruction, ce split screen continuel dans le générique, c'est vrai que c'est fort. Alors, il faut savoir que Watanabe, il se caractérise comme un otaku de la musique. C'est un grand passionné de la musique. Et derrière, il va travailler pour des séries ou en producteur musical, en fait. Il ne va pas faire que de la réalisation. Donc, c'est vraiment la musique, ça fait vraiment partie de lui, partie de sa narration et de son langage. Donc, c'est pour ça aussi que Macross Plus est aussi incroyable. Il y a une bande originale comme pour Cowboy Bebop qui est surprenante parce que c'est des sonorités différentes. Là, Yoko Kanno, pour Cowboy Bebop, elle a fondé un groupe qui s'appelle The Seatbelt. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de créer un groupe juste pour la BO. Ils ont fait 7 albums pour Cowboy Bebop, c'est pas rien. Et quand on écoute aussi Macross Plus juste avant, donc c'était 3 ans avant, oui, on a des sonorités qui font pas animer, qui font pas de musique de série. C'est juste que ça nous transporte, en fait. C'est assez étonnant. The Seatbelts, en effet, c'est composé d'artistes tokyoïtes, new-yorkais et parisiens, 3 villes où le jazz s'est installé et dont il n'est jamais parti. Mathieu Pinon, on entendait également dans cette interview que Watanabe citait un label comme Blue Note. Ah mais vraiment, comme l'a bien dit Philippe, pour Watanabe, la musique, c'est très très important, c'est crucial. Et quand on voit sa filmographie ensuite, ça va se retrouver, donc il y a Samurai Champloo que vous avez évoqué qui va faire cohabiter l'esprit des samouraïs avec le hip-hop. Donc dit comme ça paraît encore une fois complètement improbable, aussi bien que science-fiction et jazz, et pourtant ça passe tout seul. Et en 2012, il va adapter un manga qui s'appelle Kids on the Slope et qui relate l'amitié de 2 jeunes garçons. Alors il y a une espèce de premier de la classe un petit peu renfermé et un petit cancre très exubérant qui vont jouer du jazz tous les deux, et donc là encore on se retrouve avec une partition jazz qui va être tout du long. Il va y avoir en 2019 Carol on Tuesday qui là encore relate l'histoire d'amitié entre 2 jeunes filles dans un univers de science-fiction où la musique est uniquement composée par des intelligences artificielles et ce ne sont pas les humains qui peuvent le faire, et elles ont envie de composer de la musique et elles vont se rebeller en faisant des petits concerts sauvages, ce qui est totalement d'actualité 6 ans plus tard. Donc vraiment pour Watanabe, la musique c'est même l'élément principal de sa série, presque au-delà du visuel selon moi. Comment utilise-t-il plus précisément cette musique pour rythmer sa narration, Philippe Bunel? Alors déjà, on va revenir sur le fait qu'il nous surprend parce que, par exemple, il va présenter un personnage qui est un camionneur, en fait c'est une femme, qui adore le hard rock. Ils vont créer une musique hard rock juste pour cet épisode. Voilà comment il pense ça. Donc, comme il a dit, les musiques étaient déjà créées en partie par Yoko Kanno, hein.
Donc il va le réutiliser, il va les contorsionner en fonction de sa narration. Et à chaque fois, c'est la musique qui devient un personnage. C'est-à-dire qu'on va voir Spike qui va courir après un chien, il y a la musique qui va arriver, et sans cette musique, on sent que tout tombe à plat, en fait. Parce que c'est comme s'il va créer son montage en fonction, du coup, de la rythmique de la musique. Mathieu Pinot. Et d'ailleurs, il suffit de voir les titres des épisodes. Oui. Tout est dit. Vous avez soit des titres de séries comme Bohemian Rhapsody, Honky Tonk Woman, vous allez avoir des titres comme Jupiter Valse, Heavy Metal Queen. À chaque fois, il y a vraiment une référence à un musical qui est évidente et qui va en plus guider, être le fil rouge de l'épisode. Comme tu as très bien dit, Heavy Metal Queen, on va avoir du heavy metal pendant tout le truc, et ça passe tout seul. Oui, on voit qu'il pioche dans tous les genres cinématographiques, mais aussi dans tous les genres musicaux. Autre clin d'œil quand même, hein. See You Space Cowboy qui conclut certains numéros, c'est aussi un clin d'œil à Jamiroquai, évidemment. On a vu que c'est de la SF, mais c'est de la SF où le passé est l'une des thématiques centrales de la SF jazzy qui a un peu le blues. France Culture. La science CQFD. Natacha Trio. En direct sur France Culture avec Mathieu Pinon et Philippe Bunuel, nous parlons de Cowboy Bebop et de son éclectisme, tant du point de vue musical que de ses codes cinématographiques. L'anime japonais est un pilier de la culture pop. Alors, Philippe Bunuel, on a vu, la série ne fantasme pas sur des technologies futures, bien au contraire. Elle est résolument, il me semble, tournée vers le passé. Il y a un poids très important du passé dans le parcours, dans même la corporalité des personnages. Oui, totalement. On sent qu'ils sont fatigués. On n'est plus même dans du sur-western, on est vraiment dans du crépusculaire, du très lourd, où ils ont un passé très chargé et on a envie de savoir ce qu'ils ont vécu, ces personnages-là. Et tous, ils ont un passé traumatique et c'est assez fou parce que quand les épisodes arrivent, c'est des épisodes à chaque fois thématiques. Le passé de Jet, il est incroyable cet épisode parce qu'on est dans du film noir et blanc, enfin c'est vraiment super, avec des thématiques dans la trahison du flic, etc. Enfin c'est des trucs qui sont très connus, qui font partie de nos codes. Donc effectivement, ce côté ancien, ce côté vieillot, c'est aussi très romantique. On a envie de les voir galérer parce que le personnage qui galère, c'est quand même autre chose que le personnage où tout est acquis, tout est facile, en fait. Donc, c'est sympa de voir ces personnages qui se soudent alors qu'ils ont des caractères complètement différents. Il y a même un petit hacker de une quinzaine d'années à peine. 13 ans, je crois. 13 ans, voilà. Qui rejoint l'équipe au 10e épisode, me semble-t-il. Ouais. C'est fou. 9e épisode, je crois. Edward. Voilà. Et on ne sait pas d'ailleurs si c'est un petit garçon ou une petite fille. Il y a ambiguïté. Il y a l'épisode 24 qui nous dit quand même quelque chose. Quand même. Mais voilà, en fait, il attend 9 épisodes pour mettre un autre élément important dans la série. Il se dit pas, tiens, je vais constituer mon groupe tout de suite maintenant, et puis après, je vais faire des épisodes indépendants où on réutilise la même soupe, où on va chercher une prime en plus à chaque fois. Non, il y a un chien. Construit progressivement. Il y a un chien qui est crucial dans l'épisode. C'est pas le chien de l'équipage, non. Il y a un chien qui est un personnage à part entière. Qui d'ailleurs aura une influence particulière dans l'épisode 23. Oui. Voilà, si vous voulez un jour voir un chien rentrer dans un casque de réalité virtuelle pour aller enquêter, vous regardez Cowboy Bebop et vous y aurez le droit. Donc, Mais excepté Ed, le petit de la bande, chacun des membres du Bebop a une relation conflictuelle avec son propre passé, Mathieu Pinot. Ah, complètement. Et d'ailleurs, le personnage qui a la relation... Enfin, chacun a son parcours, a son passé avec lequel ils doivent lutter. C'est le cas de Jet, c'est le cas de Spike. Et on va avoir Faye Valentine, qui est l'élément féminin du groupe, qui, elle, n'a pas de passé. Elle s'est réveillée amnésique. Elle a oublié tout ce qui pouvait être son passé. Et elle, sa quête, sa quête, c'est retrouver ses souvenirs et retrouver son origine, savoir qui elle est. Et c'est
totalement complémentaires des deux autres qui doivent soit vivre avec leurs regrets, soit chercher à corriger l'erreur qu'ils ont pu faire. Et elle, eh ben, il n'y a pas de regret, il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien. C'est une page vierge qu'elle cherche justement à remplir à nouveau. Donc c'est vraiment le passé qui est très très important. C'est ça, Faye est amnésique, et puis Jet Black, il porte sur lui aussi les traces de son passé, avec cette cicatrice et son bras robotique. Donc, cette nostalgie des protagonistes, on la voit aussi dans le monde qui les entoure. L'humanité tout entière essaye aussi de se reconstruire. Totalement. C'est comme s'il n'y a rien qui allait. Mais que ça file droit quand même, en fait. Que l'on soit tu vois, des pirates qui essayent d'aborder à chaque fois, je ne sais plus en quel épisode, avec la famille de pirates, tu te dis, bon, ça va créer quelque chose de différent, ça va être dynamique, etc. Mais non, même eux, en interne, déjà, il y a un problème, parce que c'est une famille, en fait, où entre eux, ils ne comprennent pas trop. Il n'y a rien qui file droit, et c'est ça qui est bien, c'est que du coup, ça nous prend un contre-pied à chaque fois. Et en fait, tout ça, et encore une fois, quand on parlait du rapport de Watanabe à la musique, moi je pense que tout ça est totalement synthétisé à mi-chemin et à la fin de la série, avec donc les épisodes doubles. Le dernier épisode, Jupiter Jazz, qui est en 2 parties, se finit avec un morceau qui s'appelle Space Lion, qui doit durer 6 ou 7 minutes, qui est un très long générique, et c'est uniquement un travelling avec cette musique un peu élégiaque, et on part depuis le sol et on remonte finalement vers les étoiles, vers enfin l'espèce de sérénité à laquelle tout le monde aspire depuis le début, et c'est le cas. Et le dernier épisode, Blue, le morceau. Voilà, le morceau Blue, c'est pareil. Très spectral. On a à nouveau un travelling vers le haut, vers le ciel, avec quelque chose qui est très très éthéré. Et ça synthétise vraiment cette espèce de... D'ailleurs, à la fin, vous parliez de petits cartons de fin des épisodes See You Space Cowboy. L'ultime carton de la série, c'est You've Got to Carry That Weight. Et on sent que tout le monde a envie de se délester de ce bagage une bonne fois pour toutes et de pouvoir y aller. Et non, on doit porter ce poids, et c'est ça qui marque vraiment l'esprit des personnages de Cowboy Bebop. Oui, parce que c'est quand même un futur sombre qui est décrit là. On n'est pas dans une dystopie à la Blade Runner, mais on est quand même dans un avenir qui a un petit goût doux amer, Philippe Bunel. Oui, on sent que c'est tout le temps tendu. Justement, dans le double épisode central, on a Jupiter Jazz. Ouais, on a un Spike qui marche vraiment comme si il marchait sans lendemain, en fait, mais à la recherche quand même de son passé, et donc pour construire son futur. Et c'est toujours comme ça, il va côtoyer des gens qui sont pas forcément dans la misère, mais qui ont toujours une sorte d'état d'esprit un peu défaitiste, qui sont fatigués. Oui, et puis on sent que, alors justement, on n'a pas voulu trop dévoiler la diégèse de la série, mais c'est suite à une espèce de catastrophe que la terraformation des autres planètes a dû être précipitée, et voilà, on sent que ça a été fait dans l'urgence, que les bâtiments, parfois, ils tiennent avec 2 planches et 3 clous, et ça marche, tant que ça marche, on va faire en sorte. Il y a vraiment, oui, ce côté western crépusculaire, c'est... à défaut que ça aille mieux, on va faire en sorte que ça aille pas pire. Et c'est dans cet univers que tout le monde avance. C'est vraiment le système D. Voilà, il y a le système D aussi bien chez les voyous que les chasseurs de primes doivent arrêter, que chez les chasseurs de primes pour y arriver. Il y a un épisode... l'épisode tragique où l'équipage va commencer à se séparer au fur et à mesure. Et en fait, la prime touchée par l'équipage du Bebop, ce n'est pas en argent, c'est des œufs. Et ils sont quand même super contents parce que on va pouvoir manger des œufs durs ce soir. Et la scène de dégustation des œufs durs est particulièrement salée pour le spectateur. On a une petite larme qui coule à ce moment-là. Même dans le film, qui est quand même un grand film, on traite du sujet du terrorisme. Ouais. Et le personnage, l'antagoniste, il est très très charismatique, mais il représente justement ce côté de dépression ambiante, en fait. Il fait mal, ce personnage, en même temps on le comprend, et voilà, la romance arrive, c'est très romantique. On sait que la SF, c'est toujours le miroir d'une société. Vous direz que c'est ça le reflet qu'offre Cowboy Bebop de la société japonaise, cette petite tendance nostalgique, mélancolique, voire dépressive, Philippe Bunel? Je me risquerai pas sur ce terrain-là en disant ça. Je pense qu'on est plutôt dans
dans l'hommage d'un cinéma que Watanabe affectionne vraiment beaucoup. Ce cinéma qui est très épais, où les gens sont amochés, en fait. Alors oui, après, on pourra sûrement retrouver des parallèles, hein, voir des paraboles à la société nippone, mais peut-être pas que nippone, au final. Après, ce qui est intéressant, c'est que chaque pays, enfin, chaque planète va représenter, en fait, un pays. C'est ce qu'on a souvent, ça, dans le space opéra. Donc, ça parlera de tout plein de domaines, d'un casino, hein, une sorte de monde casino. Le monde, justement, comme disait Mathieu, où c'était tout un aéroport, voilà, un truc totalement bétonné. Voilà, ça représente plein d'endroits différents de notre qu'on connaît nous-mêmes, parce qu'en fait, la série veut pas inventer quelque chose de totalement nouveau, veut reprendre les codes dans un contexte qui lui est nouveau, avec des enfin, les gates, c'est des autoroutes tout simplement qui sont dans l'espace. Et c'est très marquant parce que la première fois qu'on passe à travers une gate en tant que spectateur, on découvre que quand ils arrivent sur une planète, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est des pubs, des publicités partout. Et je pense que, oui, on pourrait penser que Cowboy Bebop, 98, le Japon commence à s'engluer dans une crise depuis 10 ans. On pourrait avoir un côté nostalgique du Japon flamboyant d'avant, voir que c'est un peu décrépit. Je pense pas que ce soit le cas. Par contre, c'est assez symptomatique de là où le monde allait, avec vraiment ce foisonnement de publicité qui déborde de partout, avec, on en parlait, l'intelligence artificielle, avec les réseaux, avec les hackers. 98, Internet n'est pas si développé que ça. Donc, quelque part, je pense que la série est plus... il y a un côté précurseur du monde qui arrive, beaucoup plus qu'un regard vers le Japon ou même le monde d'hier. Vous parlez des pubs, c'est drôle parce que sur ces gates, on voit aussi des péages. Donc on peut même penser capitalisme, astro-capitalisme. Complètement. Philippe Bunel. On est aussi dans la décennie perdue. Donc c'est là où le Japon il stagne énormément économiquement. Et d'ailleurs, ça va être sauvé après dans les années 2000 par la pop culture. Donc peut-être effectivement que ça se ressent dans l'atmosphère ambiante. Bien écoutez, merci. On est arrivé à la fin de cette discussion. Comme chaque jour, on retrouve la chronique avec science dans quelques secondes. Merci Mathieu Pinon, merci Philippe Bunel. Pour prolonger l'écoute, j'invite nos auditeurs à se tourner vers votre ouvrage, Un siècle d'animation japonaise, paru en 2017 aux éditions Inis. Et comme dirait l'autre... Je sais reconnaître les vrais cowboys, je dois dire que tu en es un. Un de nous deux était de trop et je te tire mon chapeau. Tu es le seul à part moi à en être digne. Yeah. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer de me trouver une autre raison de vivre. Il y en a des causes à épouser. See you, Space Cowboy. On retrouve la chronique avec science où on apprend que la pollution sonore impacte les oiseaux et altère leur capacité de reproduction. C'est la chronique avec science, une chronique signée Pierre Robert. La pollution sonore peut impacter les oiseaux et ce, dès le stade embryonnaire. La pollution sonore, il faut le rappeler, ce sont des phénomènes acoustiques dus aux activités humaines. Ces bruits sont si fréquents et ambiants qu'ils finissent par avoir un impact sur la santé. On parle ici des sons des villes, évidemment, mais aussi des zones industrielles, commerciales ou des grands axes de circulation. L'impact de la pollution sonore sur les animaux, terrestres comme marins, a déjà été beaucoup étudié. Les recherches se sont focalisées en particulier sur les effets sur leur comportement ou sur leur communication. Depuis peu, cependant, des publications se penchent aussi sur la question des conséquences de ces nuisances sur la reproduction. Dans une étude publiée dans la revue Science, des scientifiques français et australiens se sont intéressés, eux, à la façon dont ce phénomène se répercute sur les embryons chez les oiseaux. C'est ce qu'explique Alizé Meyer, docteure en écophysiologie et écotoxicologie et co-autrice de cette étude. Ce qu'on ne savait pas, c'est si le bruit pouvait directement impacter le développement. Et en fait, ça, c'est dû au fait que dans les études précédentes, justement, et les parents et leur progéniture étaient exposés au bruit en même temps. Donc on ne pouvait pas déterminer si le bruit il affecte directement les embryons ou les jeunes, ou si les effets ils sont uniquement dus justement à des soins parentaux qui seraient altérés à cause du bruit. Et donc en fait, vraiment l'objectif de notre étude, c'était d'essayer de comprendre si le bruit, qui serait à des niveaux sonores considérés comme modérés, il pouvait directement impacter le développement chez les oiseaux. Et aussi, quelles pouvaient être les conséquences à long terme de l'exposition précoce. Pour justement savoir si le bruit pouvait avoir un effet direct, on a donc utilisé un oiseau qui est le diamant mandarin et qui est utilisé comme oiseau modèle en recherche dans le monde entier.
Et on a profité justement du fait que chez les oiseaux, contrairement aux mammifères, le développement des embryons, il se fait en dehors du corps de la mère. Et ça nous permet de pouvoir aussi les incuber de façon artificielle. Pour comprendre les conséquences de la pollution sonore sur les embryons, l'équipe de chercheurs a manipulé l'environnement acoustique de près de 400 œufs. Pendant 5 jours, juste avant l'éclosion, ils les ont discrètement subtilisés à leurs parents pendant 4h30 en les remplaçant par de faux œufs. Ils ont ensuite créé 3 groupes. L'un était placé dans un incubateur, en silence, le second était exposé à des chants d'oiseaux, tandis que le dernier, lui, subissait le bruit du trafic routier. Une fois les œufs éclos, les chercheurs ont également poursuivi l'expérience avec les poussins, et ce pendant une dizaine de jours. Au final, on aurait pu espérer que des embryons exposés très tôt à des nuisances sonores développent, par exemple, une forme de résistance. Mais il n'en est rien, c'est même plutôt le contraire. Les résultats, ils ont été quand même vraiment frappants. Tout d'abord, on a observé que les embryons qui étaient exposés au bruit de trafic routier, ils avaient un taux de survie qui était plus faible que ceux exposés aux chants. Et ça représentait une probabilité d'éclosion qui était réduite d'environ 20%. Et après l'éclosion, on a constaté que les poussins qui étaient exposés au bruit, ils avaient une croissance qui était plus lente et qu'ils avaient des signes de dommages cellulaires qui étaient plus importants. Quand les poussins avaient 13 jours, on a arrêté de les exposer au son et on a continué à les suivre tout au long de leur vie pour connaître les effets à moyen et à long terme de cette exposition pendant leur développement. Et ce qu'on a observé, c'est que les effets ils persistaient même après l'arrêt de l'exposition au bruit et que ça avait des conséquences à long terme sur la physiologie des oiseaux adultes. Et surtout, on a observé qu'il y avait une réduction conséquente du succès reproducteur et que les oiseaux exposés au bruit avant et après l'éclosion produisaient moitié moins de jeunes que ceux qui n'avaient jamais été exposés au bruit. Pour s'en assurer, les scientifiques ont également attendu 2 ans pour que les oiseaux soient vraiment passés à l'âge adulte. Ils les ont alors laissés se reproduire avec des oiseaux qui n'avaient pas, eux, été exposés à la pollution sonore. Conclusion, le succès d'éclosion de leur descendance reste plus faible que la moyenne. En fait, parmi les dommages causés aux embryons des oiseaux, les scientifiques ont relevé un raccourcissement accéléré de leurs télomères. Les télomères, ce sont des morceaux d'ADN qui jouent un rôle crucial dans la protection de l'intégrité du matériel génétique. Lorsqu'ils deviennent trop courts, les cellules ne peuvent plus se répliquer correctement. Et la longueur des télomères peut être affectée par le stress et donc par la pollution sonore. Ce n'est sûrement pas la seule explication. Il faudra vérifier par exemple si l'impact est le même pour d'autres espèces d'oiseaux que le diamant mandarin. Mais en 2023, rappelons-le, une étude menée sur 28 pays européens avait montré que 40% des populations d'oiseaux ont disparu au cours des 40 dernières années. La pollution sonore vient donc s'ajouter à la longue liste des causes de mortalité des oiseaux et cette étude rappelle, encore une fois, la nécessité absolue de les protéger à l'heure où nous vivons la 6e extinction des espèces. Merci Pierre pour votre chronique. Vous pouvez retrouver la chronique avec science sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Et merci à vous pour votre écoute et d'avoir été là avec nous. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Noémie Eliazor, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Garance Prima Agnolo, Bruno Sansini, Antoine Beauchamp. À la réalisation, Hélène Trigueros. À la technique aujourd'hui, Florent Bujon.